Bonjour, mes sœurs, mes frères, je m'appelle Coreto Mukaro Moero. Je suis un membre de la nation autochtone des Taïnos. Je vais faire des remarques, j'ai fait des remarques préliminaires dans ma langue maternelle et je suis très heureux d'être le modérateur pour l'événement aujourd'hui, les peuples autochtones aux Nations Unies, projet accès en ligne. Il s'agit d'un événement du Forum politique de haut niveau concernant le développement durable des peuples autochtones. On a un programme très enthousiasmant aujourd'hui. J'espère qu'avec ces intervenants formidables, avec ces formidables exposés, on est vraiment heureux de lancer le discours des peuples autochtones parce que vous voyez, aujourd'hui aussi, vous avez accès à différentes langues, au français, au portugais, en espagnol. En avril de cette année, lorsqu'on a lancé le cours, il était seulement disponible en anglais, mais maintenant, on est très heureux de pouvoir vous dire que ce cours est disponible dans toutes ces langues, ce qui va, on l'espère, augmenter la participation de cette initiative et aussi aide à fournir un niveau d'introduction pour le plaidoyer au niveau des Nations unies, pour faire le plaidoyer pour les peuples autochtones et les communautés locales. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous présenter l'intervenant suivant. Je vais vous parler un petit peu de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous faire savoir que l'interprétation est disponible en français, en espagnol et en portugais. Il faut faire, c'est de regarder en bas à droite de l'écran. Là, vous voyez un globe. Et sous ce globe, vous voyez le mot interprétation. Vous cliquez là-dessus, puis vous cliquez sur la langue de votre choix. Et si c'est l'anglais ou le français ou l'espagnol ou le portugais. Je me demande si peut-être les interprètes ou peut-être qu'on peut mettre les instructions dans chaque langue dans le chat, hein, parce que comme ça, vous pouvez toujours lire ces instructions. Je vois que les instructions portugaises se trouvent déjà dans le chat. Hein. Voilà, pour ceux qui parlent portugais, voilà, maintenant, vous avez les instructions en français et les instructions en espagnol vont être affichées bientôt. Cet événement parallèle est en reconnaissance du lancement des peuples autochtones aux Nations Unies, projet Accès en ligne, qui est une collaboration des Nations Unies, du programme de développement et du groupe Learning for Nature et aussi de la fondation TribalLink. Le cours se penche sur le programme en direct qui s'appelle Projet Accès de TribalLink. Normalement, on fait ce programme auprès du Forum des peuples autochtones, le forum permanent, avant qu'ils ne font les présentations au cours de 3 jours. Mais à cause de la pandémie, à cause des répercussions de la pandémie, nous avons eu la grande chance de pouvoir collaborer avec le PNUD et avec l'équipe Learning from Nature et l'initiative TribalLink et de mettre en ligne une version de ce cours en ligne. Donc, c'est une séance d'introduction en ligne et on espère que vous trouvez que ce cours soit bien utile et que ça explique mieux vos possibilités de plaidoyer auprès des Nations unies. Pour vous parler un petit peu de ce cours, pour que vous puissiez voir de comment vous pouvez vous inscrire au cas où vous ne l'avez pas encore fait, lorsque vous n'avez pas encore suivi les autres enregistrants et les autres inscripteurs auprès des Nations Unies, on va vous montrer une petite vidéo pour vous dire de comment vous pouvez vous inscrire. Je vois que mon collègue Julie, elle va partager cette vidéo avec vous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre avant cette vidéo, Julie? Non, merci beaucoup, Roberto. Je vais maintenant partager mon écran avec vous tous et je vous encourage
de vous inscrire ou avant de vous inscrire dans ce cours, allez en ligne sur ce site web et lorsque vous vous êtes inscrite, alors vous pouvez vous enregistrer dans ce cours. Vous le trouvez ici sous les cours qui sont offerts. Ici, vous voyez projet accès en ligne, ce cours pour les peuples autochtones. Vous voyez qu'on a plus de 1500 personnes inscrites. C'est ici que vous trouvez les différentes langues aussi. Et puis, vous pouvez aller jusqu'ici à l'événement. Vous voyez l'événement. Ici, vous pouvez commencer le cours. Ici, vous voyez aussi la petite vidéo que je vais vous montrer maintenant. Je vais partager mon écran. Merci pour votre patience. Bienvenue au cours autodidacte sur les peuples autochtones aux Nations Unies et projet accès en ligne. Je m'appelle Victoria et dans cette courte vidéo, je vais vous guider sur la page du cours et vous montrer comment réaliser les activités du cours. Il s'agit d'un cours autodidacte, ce qui signifie que vous pouvez commencer et terminer les activités à tout moment en découvrant le cours à votre propre rythme. Lorsque vous accéderez au cours, vous vous retrouverez sur cette page. Vous y trouverez certaines ressources qui pourront être utiles pour vous. Si vous avez besoin d'une assistance technique, vous pouvez contacter le coordinateur du cours ici. Vous pouvez accéder à la foire des questions ici. Et ici, vous trouverez le programme du cours. Le programme précise les exigences relatives à la validation du cours. Vous pouvez également trouver ces informations sur la page d'accueil du cours. 3 éléments sont obligatoires. Il faudra écouter tous les intervenants du cours, réussir 4 quiz et remplir le questionnaire relatif au cours. Une fois que vous aurez rempli ces conditions, vous pourrez télécharger le certificat de réussite directement à partir de cette page d'accueil. Vous verrez un bouton bleu indiquant télécharger votre certificat au-dessus de la section sur le contenu du cours. Passons maintenant en revue le contenu que vous trouverez dans chaque module. Je vais cliquer sur le module 1 pour vous montrer les activités. Encore une fois, vous pouvez recommencer et terminer chaque module à tout moment. Il n'y a pas de limite de temps pour réaliser les activités. Les onglets de chaque module contiennent donc les conférences vidéo, le forum de discussion et le quiz. Comment ces différents éléments fonctionnent-ils? Les conférences vidéo sont animées par des experts qui vont vous donner un aperçu des sujets abordés dans les modules. Les manuels qui accompagnent les conférences vous permettent d'approfondir chaque sujet. Ils sont disponibles au format PDF et peuvent donc facilement être imprimés et utilisés pour prendre des notes pendant que vous revoyez les cours. Pour vérifier que vous avez compris le cours contenu dans les manuels, nous vous demandons de répondre à un rapide quiz. Pour réussir le quiz, vous devez obtenir un score de 60% ou plus. Si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions du premier coup, ne vous inquiétez pas, vous pouvez refaire le quiz autant de fois que vous souhaitez après avoir étudié les cours et les manuels et vérifié que vous en avez compris le contenu grâce au quiz. Vous pouvez maintenant réunir toutes ces informations et en discuter sur le forum de discussion avec les autres participants. Les modules de 2 et 3 sont élaborés de la même manière. Le cours s'achèvera par la présentation des principaux points à retenir et vous aurez l'occasion de donner votre avis et votre expérience d'apprentissage en répondant aux questionnaires obligatoires. Vous vous demandez peut-être comment savoir si toutes les activités du cours ont été bien suivies à tout moment du cours. Vous pouvez facilement suivre vos progrès. Après avoir terminé une activité, vous verrez une coche verte. À côté de cette activité, votre certificat de réussite du cours sera généré automatiquement lorsque toutes les activités de la page d'accueil au cours seront cochées en vert. Et c'est tout, facile, non? Chacun des modules contient un email d'instruction. À tout moment pendant le cours, si vous n'êtes pas sûr des exigences du cours, nous vous invitons à vous référer à cet email d'instruction. Une dernière chose avant de conclure cette vidéo. Tout au long du cours, nous vous encourageons à être actifs sur le forum de discussion. Learning for Nature offre la possibilité d'interagir facilement les uns avec les autres, d'envoyer des messages aux membres de la communauté Learning for Nature et d'avoir des discussions animées. Nous espérons que vous profiterez de cet environnement interactif et que vous vous engagerez dans la conversation avec d'autres participants. Commencez dès maintenant à vous présenter dans la section Accueil et Introduction de la page d'accueil pour recevoir des notifications par email lorsque de nouveaux commentaires sont publiés
appuyez sur l'un des forums, vous avez la possibilité de vous abonner à l'activité du forum ici. Une fois encore, nous sommes ravis de vous accueillir à ce cours et vous souhaitons une excellente expérience d'apprentissage. Un grand merci, Victoria, pour ce cours. Et j'encourage aussi d'envoyer les liens pour toutes les langues dans le chat. Roberto, vous avez la parole. Merci beaucoup, Julie. Merci, Victoria, pour fournir cette introduction de comment les gens peuvent avoir accès aux peuples autochtones à travers le projet Accès en ligne. J'ai mentionné au début qu'il s'agit d'une collaboration de la Fondation TribalLink et du programme de développement des Nations Unies, le PNUD, l'Équateur, l'initiative d'Équateur et Learning for Nature. On a eu une collaboration splendide. Les résultats parlent pour soi et vous voyez l'enthousiasme que ce cours a généré. Et on aime bien voir encore davantage de personnes participer maintenant que toutes ces versions dans les différentes langues sont disponibles. Sur cette note, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nina Kanjeva et de nous parler du PNUD. Nina, lorsque vous êtes prête, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Roberto. Bonjour dans ma langue qui est le bulgare. Mais c'est formidable d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand merci, je suis ravie. Et avant de me plonger dans les interventions des panélistes excellents, je vais vous donner une grande image pour vous situer dans ce cours. Ce cours est ouvert maintenant depuis 3 mois et nous avons voulu vous donner une vue générale de ce que on a écouté des participants, aussi quel était le retour d'informations concernant ce cours. Avant de faire cela, je voudrais vous souhaiter au nom du PNUD, au nom du programme Learning for Nature, et juste pour vous dire que je vous remercie d'être ici. C'est un honneur pour nous tous de collaborer avec nos amis de la Fondation TribalLink pour le rendre possible aux personnes autochtones et aux alliés du monde entier pour avoir accès à ce cours. Au cours de ce cours, vous allez apprendre que les peuples indigènes n'étaient pas les bienvenus pendant des décennies aux Nations Unies, sont arrivés dans les années 20, mais n'ont pas eu aux Nations Unies qu'en 1977. Et avec ce cours et avec cette plateforme et en rendant cette plateforme disponible en ligne, on espère de pouvoir commencer à rééquilibrer cette injustice. En effet, pour reconnaître la fondation TribalLink et surtout Pamela Craft, qui était ma menteuse personnelle, et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider les peuples autochtones à trouver des formes incroyables pour nous aider. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris énormément de choses de notre chère Pamela. Elle me manque énormément. Alors, avec cette formation qui est maintenant disponible dans l'espace virtuel, nous nous sommes engagés pour prendre cette formation qui était faite en personne. C'était un cours, une formation formidable qui n'a pas seulement renforcé la capacité des peuples autochtones pour pouvoir affecter l'arène des politiques internationales, mais aussi pour créer une famille. Et Tai, Roberto et les autres vont vous parler de tout cela. Ils vont vous parler du fait que Projet Accès a réuni les personnes en tant que famille. Ce n'était pas seulement pour apprendre, mais aussi pour construire une vraie famille, des relations. Alors maintenant, je vais changer de vitesse. Je vais vous donner un sentiment d'où nous nous situons avec ce cours. Depuis le lancement du cours en avril de cette année, le cours a attiré plus de 1500 personnes qui se sont enregistrées, qui sont venues d'une arène de domaines avec une majorité qui représente les non-profits, l'académie, les universitaires, le secteur privé, le secteur public et les Nations Unies. Bon, quelques-unes de ces catégories ne sont pas assez précises parce que les ONG contiennent également des organisations de peuples autochtones.
Alors, et c'est très important donc de préciser ceci. Alors, on a aussi des participants qui ont complété le cours et à cause du nombre de ces participants, on a eu une idée de comment ils peuvent utiliser ces ressources, ces nouvelles ressources. Et si vous voulez vous enregistrer en anglais, français, espagnol ou portugais dans ce cours, ou si vous faites déjà partie de cette communauté, ça vous intéresse peut-être que la majorité des participants s'est rejoint à ce cours à cause d'une curiosité générale, à cause de ce souhait et ce désir d'apprendre davantage sur les personnes autochtones et de comment affecter le niveau mondial. Le deuxième groupe le plus large, c'est parce que leur travail requiert des connaissances et beaucoup d'enregistreurs voulaient se connecter avec les peuples autochtones. On a vu aussi beaucoup d'intérêt venant des peuples autochtones. 40% de ces gens qui ont participé sont des diplômés et ils ont aussi rehaussé leurs connaissances énormément à cause des ressources qu'ils ont découvertes dans ce cours. Les personnes qui sont diplômées de ce cours pour l'instant. Ici, vous voyez l'impact de ce cours. Sur la compréhension des gens, 50% plus de connaissances de l'histoire du mouvement des peuples autochtones pour obtenir la reconnaissance auprès des Nations Unies, 48% de pourcentage concernant les points d'entrée des peuples autochtones avec les différents organes et mécanismes des Nations Unies, aussi 60,4% après le cours concernant la compréhension de l'opportunité des peuples pour participer dans les différentes formations des Nations Unies. Il y a différentes vocations aux Nations Unies. Par exemple, les diplômés du cours ont dit qu'ils veulent maintenant utiliser ces nouvelles ressources et aptitudes dans leur travail avec les organisations autochtones ou développer des stratégies pour protéger des sites sacrés et environnementaux et lutter contre la discrimination environnementale. Ils veulent aussi informer les peuples autochtones de leurs droits fonciers, y compris les droits fonciers, pour faire aussi le plaidoyer des peuples autochtones, de leurs perspectives et de l'imbriquer dans une variété de projets et aussi de les amener aux instances permanentes. On veut que vous aussi obtiendrez beaucoup plus de connaissances à cause de ce cours et beaucoup de succès. Merci beaucoup, Nina, pour avoir présenté cela, pour avoir partagé ces informations excellentes. C'est très intéressant pour nous de voir comment les gens partagent et quelle différence cela a fait jusqu'à présent avec tellement de personnes qui sont intéressées. Au début, j'ai mentionné qu'il s'agit d'un événement parallèle du forum politique de haut niveau du développement durable. Et dans ce cours, nous avons mentionné que le cours fournit pas seulement l'histoire, l'historique, et pas seulement des opportunités pour vous d'apprendre davantage sur les aspects techniques de l'engagement auprès des Nations Unies ou auprès d'autres organismes nationaux, internationaux à différents niveaux, par exemple la préparation des interventions au témoignage, mais non, ça vous équipe également et ça se concentre aussi sur sur les opportunités d'engagement spécifiques pour les peuples autochtones aux Nations Unies. Et une de ces opportunités traite spécifiquement avec les ODD et avec le forum politique du haut niveau sur le développement durable. Pour ceux qui sont nouveaux au sujet, qui sont des nouveaux au FPHN, on espère qu'avec ce programme, on peut partager cette opportunité avec vous, que vous vous engagez dans ce cours et que vous soyez préparés d'une meilleure manière pour les HLPF de l'année prochaine ou des autres opportunités auxquelles vous voulez vous engager aux Nations Unies et autres. Ce que je vais faire maintenant, je vais partager mon écran. J'ai différentes planches ici d'autres présentations comme avec toutes les choses ici au
aux Nations Unies, il y a beaucoup de libellés, n'est-ce pas? Beaucoup de langage hein, avec toutes ces procédures qui accompagnent ces procédures. Alors, si vous me donnez un moment, je vais vous montrer ces planches pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est que le forum politique de haut niveau et aussi quels sont les points de plaidoyer dans ce mécanisme particulier. Après cela, on va parler avec plusieurs leaders des communautés autochtones, Sarah Yanaya, Yunani, et un autre cher ami, Taï Palissière, ou Taï Pali. Alors, je vais maintenant partager mon écran et on va directement entamer la chaire de cette présentation ensemble. Très bien. Donc, j'espère que tout le monde connaît ce petit cercle en couleur arc-en-ciel. Vous allez voir cela partout dans les campagnes internationales et dans les activités de l'ONU. C'est le symbole des ODD. Ce sont les 17 objectifs pour le développement durable pour transformer le monde. Cette initiative a été lancée en 2015 quand l'ONU a ratifié ces 17 ODD ou objectifs du développement durable. Et on a commencé à mobiliser les efforts pour mettre fin à l'inégalité, à la pauvreté, pour lutter contre le changement climatique, tout en assurant, et c'est ça le slogan, que personne n'est laissé pour compte, personne n'est laissé de côté. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les objectifs, mais les voilà, tous les 17. Vous pouvez trouver d'autres informations sur ces objectifs sur Internet ou si vous suivez le cours, nous avons beaucoup d'informations que vous pouvez télécharger sur les ODD spécifiquement. Il y a beaucoup de ressources qui vous seront disponibles. Mais voilà, on parle de la pauvreté, de la faim. Mais la plus importante pour les peuples autochtones, c'est la réduction des inégalités, l'objectif numéro 10. Mais les peuples autochtones sont mentionnés au moins six fois dans les ODD. Il y a l'objectif numéro 2 sur l'élimination de la faim et aussi l'objectif numéro 4 sur l'éducation, cible 4,5 sur l'éducation. En outre, il y a aussi d'autres cibles associées qui sont importantes pour les peuples autochtones, telles que les principes des droits de l'homme et d'autres normes qui sont intégrées dans ce qu'on appelle l'agenda 2030. En gros, cet agenda 2030 se focalise sur la réduction, l'élimination des inégalités. C'est ça l'objectif de ne laisser personne de côté, n'est-ce pas? Et en tant que peuples autochtones, il faut que nous restions vigilants quand nous pensons à ces ODD. Parce que quand on parle, par exemple, de l'accès aux ressources, elles sont situées où? Les ressources, la biodiversité? Bien sûr, dans les territoires des peuples autochtones. Donc, c'est quelque chose à suivre avec attention, autant que possible. Ici, je vais vous présenter le Forum politique de haut niveau lui-même. C'est l'espace principal pour le dialogue autour du développement durable et le forum joue un rôle essentiel dans le suivi du progrès sur les ODD et ce forum est tenu annuellement, organisé par le Conseil social et économique. Voilà. Ici, vous avez une longue description que je vais résumer, mais cette année-ci, pendant le forum, on a parlé de l'objectif numéro 1, l'élimination de la pauvreté, de l'élimination de la faim, et on parle toujours de l'intégration de tous ces objectifs ensemble. Et quand on a pu faire des interventions, ce n'était que des interventions enregistrées de 2 minutes. Et il fallait faire valider son intervention. Il y avait 44 pays qui ont présenté ou qui allaient présenter. Vous avez les noms des pays ici et vous pouvez aller sur Internet pour voir tous les rapports ou les examens nationaux volontaires. Et ça, c'est un terme important parce que le secrétaire général a créé certaines instructions pour que tous ces rapports soient clairs et compatibles.
Et ces examens nationaux volontaires sont disponibles en anglais, mais ils sont rédigés par les États, par les pays. Et quand je vous parle des États, je vous parle des pays, bien sûr. Donc, ce sont des États membres de l'ONU qui participent à ces initiatives. Et ces rapports sont rédigés par les États membres et leur objectif, c'est de donner un aperçu au niveau d'un pays des progrès vers la réalisation des ODD au niveau national et au niveau sous-national. Et ces rapports parlent de tous les ODD dans le contexte de chaque pays. Et pour les peuples autochtones, ces processus nationaux doivent comprendre des parties prenantes pertinentes et ça, c'est bien sûr les peuples autochtones. L'engagement de la société civile dans ce processus est très important. La société civile a un rôle important à jouer dans l'agenda 2030, dans l'élaboration des politiques, dans le suivi et en faisant le plaidoyer pour l'amélioration à tous les niveaux, au niveau des Nations Unies, au niveau régional, où on travaille avec d'autres organisations régionales, par exemple la région de l'Asie, la région de l'Amérique latine, et aussi au niveau national. Et ça veut dire qu'il faut du suivi au niveau de chaque pays. Donc, ça, c'est un aspect très important pour votre travail de plaidoyer en tant que peuple autochtone. Donc, l'engagement des parties prenantes est réalisé à travers de ce qu'on appelle des groupes majeurs et d'autres processus. Et ça, c'est une structure qui a été créée en 1992 lors du sommet du Rio. Et en 2012, à la conférence Rio plus 20, on a élargi la participation des parties prenantes et je vais vous parler de cela. Mais ces groupes majeurs s'organisent eux-mêmes et il y a aussi le mécanisme de coordination du FPHN qui fait la coordination entre ces groupes majeurs. Donc, voilà les groupes majeurs. Il y en a 9 et les peuples autochtones en font partie. Et il y a aussi les autres parties prenantes, comme on dit, qui comprend les communautés locales que j'ai mis en gras. Pourquoi? Parce que dans certaines régions où les peuples autochtones ne sont pas reconnus, ils ont parfois le statut d'une communauté locale. Ces deux termes ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas les mêmes, mais on parle souvent des deux en même temps, surtout dans le cadre des ODD ou de la Convention sur la diversité biologique, la CCNUCC, etc. Donc, pour les peuples autochtones, il est important de savoir qu'il y a un groupe majeur pour les peuples autochtones. Vous pouvez le rechercher sur Internet et vous allez voir le site web. Les deux coprésidentes de ce groupe sont Joan Carling de la Fondation Tebteba et Janine Yazi. Donc, vous allez pouvoir vous mettre en contact avec elle et faire le suivi vous-même. Donc, voilà la façon principale de vous impliquer dans ce processus, c'est de participer au groupe majeur des peuples autochtones. Il faut passer par cette structure des groupes majeurs. C'est la meilleure façon de participer. Ici, vous avez un exemple d'un mécanisme régional. Peut-être vous aurez un autre mécanisme en fonction de votre région. Ici, on parle de l'Asie. Ici, vous avez une étude de cas du Kenya qui montre l'engagement national qui a passé par le ministère de la Dévolution et de la Planification. On avait la feuille de route pour les ODD. Au Kenya, on a un forum sur les ODD avec 100 organisations qui participent à un comité intergouvernemental. Et au Kenya, on a aussi publié un rapport rédigé par la société civile. Donc, voilà un exemple de ce qui peut se passer au niveau national. Mais voilà la question, est-ce que les mêmes choses sont en train de se passer dans votre pays? C'est ça la question qu'il faut poser. Donc, comment faire du plaidoyer au niveau mondial? Il y a plusieurs façons de participer à ces activités internationales. On peut faire le suivi des accords, on peut publier des rapports pour les gouvernements expliquant les inquiétudes des citoyens. Et quand on parle de la société civile et les peuples autochtones,
il faut les diviser. La société civile, cela veut dire qu'on est sous l'autorité du gouvernement, mais quand on parle des peuples autochtones, beaucoup de ces peuples autochtones ont leur propre forme de gouvernement. Donc, nous ne sommes pas vraiment des organismes de la société civile. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce terme, mais au sein de ce système, parfois on nous appelle des peuples autochtones, parfois on agit en tant qu'organisation de la société civile. On peut aussi essayer d'établir des liens entre les actions au niveau national et les engagements au niveau international. On peut parler et faire de la publicité autour des actions des ONG partout dans le monde. Ce sont tous des éléments importants. Il y a beaucoup de défis. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les défis qui empêchent les peuples autochtones de participer à ces processus. Et vous pouvez, si vous voulez, revoir cette diapo parce qu'on va enregistrer cette séance. Mais quand on travaille avec le système onusien, on fait face toujours à beaucoup de défis, n'est-ce pas? Voilà quelques astuces pour le plaidoyer. Il y a des liens entre les niveaux national, régional, mondial. Autant que possible, il faut essayer de faire passer le même message à tous les trois niveaux. Il faut identifier des États membres clés qui pourraient vous aider dans vos efforts. Et cela marche mieux au niveau régional ou au niveau mondial, où vous pouvez travailler avec d'autres pays qui veulent vous aider avec les problèmes spécifiques que vous évoquez et peut-être vous allez peut-être aussi travailler avec votre gouvernement national. On va aussi analyser et répondre aux examens nationaux volontaires et vous pouvez collaborer aussi avec les OSC, les organisations de la société civile. Ça aussi, c'est important parce que c'est la meilleure façon de faire passer votre message au niveau national. Et TribalLink fait cela beaucoup. Quelques autres astuces. Demander une accréditation auprès de l'IPMG, le groupe majeur des peuples autochtones, travailler avec les partenaires sur les événements parallèles tels que cet événement aujourd'hui, faciliter l'inclusion des voix diverses et travailler avec le groupe majeur des peuples autochtones pour assurer que vous avez accès aux informations les plus récentes. Et voilà, c'est une liste des sites web et des liens que vous pouvez utiliser. Mais si vous suivez le cours que nous proposons, il y a un module spécifique sur le développement durable avec une brochure que vous pouvez télécharger avec beaucoup de ces liens. Et je vais m'arrêter là parce que je veux passer à nos intervenants d'aujourd'hui. Et nous pouvons partager ces informations avec vous plus tard si vous voulez. Et j'ai une autre présentation très utile à partager avec vous, peut-être. Mais maintenant, nous passons à nos trois intervenants. Et pour cette partie de l'événement, j'aimerais lancer un dialogue. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, mais avec nous aujourd'hui, nous avons Sarah Yawanawa, qui vient du peuple Yawanawa du Brésil. Nous avons Tai Peli, qui est taïno comme moi, qui vient du peuple autochtone des Caraïbes, et aussi Yves Manani du Burundi. Et ces intervenants vont nous présenter. Mais j'aimerais commencer en vous remerciant. Je vais mettre vos biographies dans la boîte à discussion pour vous donner plus de temps à parler sans vous présenter. Mais on va commencer avec Tai. Nous avons commencé en parlant du projet Accès, mais Tai, c'était quoi votre expérience avec ce cours et pourquoi, d'après vous, est un tel programme important pour faciliter l'engagement avec le Haut Forum ou avec les autres instances avec lesquelles les peuples autochtones pourraient vouloir travailler? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Quand j'ai suivi le cours, c'était intense. Et en tant que participante, j'ai remarqué la différence entre projet Accès quand
c'était à moi d'intervenir devant un public. Une fois qu'on avait fini avec les répétitions et j'étais en live, grâce à ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les interventions et la compréhension par les peuples autochtones qui n'avaient pas suivi cette formation. Et j'ai aussi vu la frustration chez certaines personnes parce que beaucoup de communautés envoient leurs représentants auprès des Nations unies et ces communautés pensent que cette personne va pouvoir revenir avec des solutions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on n'avait pas vraiment compris le mandat du FPHN ou de l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous avons dû aider les autres représentants des peuples autochtones, les autres défenseurs des droits de l'homme autochtones, et on les a aidés avec leurs propres interventions parfois même. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris l'importance de cette formation. Je suis vraiment fier du fait que nous avons organisé cette formation sur Internet et je suis ravi de voir mes frères et mes sœurs, Yves, Sarah et les autres. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous parce que il y a longtemps, cette formation, ce genre d'événement n'était qu'un rêve. Et on parlait souvent de comment on pouvait contacter de plus en plus de peuples autochtones autour du monde. Mais aujourd'hui, nous avons pu collaborer et avec Learning for Nature, le PNUD, Tribal Link et toutes les autres parties prenantes pour arriver jusqu'ici. Et tous ces efforts ont été essentiels pour améliorer notre travail de plaidoyer auprès de tous ces mécanismes et dans le cadre de toutes ces conventions onusiennes. Les liens que nous pouvons établir entre ces mécanismes et ces déclarations et tous les instruments disponibles au niveau international sont la clé à ce que nous faisons au niveau de nos communautés. Donc, pour moi, ce cours a été merveilleux. C'était quelque chose qui a facilité ma croissance personnelle et j'espère que toutes ces agences onusiennes, le secteur privé, la société civile et aussi les gouvernements vont connaître ce programme et vont faire partie de ce processus d'apprentissage. Parce que, comme Nina nous a montré, il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre et qui veulent travailler avec nous, avec les peuples autochtones. Donc, c'est un aspect essentiel. Merci beaucoup. Merci, Tai. Toujours un plaisir de vous entendre parler. Sarah, vous aussi, vous êtes une ancienne participante de Projet Accès. Comment est-ce que cela vous a marqué et à quel point est-ce que c'est important pour les peuples autochtones? Est-ce que cela vaut le coup? So great. I need to speak Portuguese. Obrigada. Merci, Roberto. Un grand merci. C'est vraiment un honneur pour moi de participer dans cet événement aujourd'hui. Je suis extrêmement heureuse d'avoir participé en 2019 dans le projet Accès, où j'ai représenté ma communauté. Tai, elle a bien précisé les difficultés à ce moment-là. Et je suis d'accord avec chaque commentaire et chaque sujet qu'elle a mis en exergue. Nous venons d'une communauté avec des problèmes sérieux, énormes. Et avec l'appui du programme Accès, moi, je me suis sentie comme étant bienvenue. Et je comprends que l'histoire des peuples autochtones auprès des Nations Unies, avec toutes ces histoires, moi, je me sentais sécurisée et pas seule.
et en pouvant participer avec d'autres leaders des peuples autochtones du monde entier, j'ai vu et j'ai compris que nous partageons des défis similaires. Alors, je me suis sentie plus forte, je me suis sentie bienvenue et dans cet atelier de travail, j'ai vraiment pu voir que c'est vraiment quelque chose de très important et très informatif pour nous donner la voix et aussi pour pouvoir suivre ce cours, pour mieux pouvoir comprendre l'histoire des peuples autochtones. Et c'est pas facile, hein. Sans cet appui, j'aurais jamais pu présenter mes documents au bon moment, au bon endroit. Ce soutien est très important pour notre vision. Et je pense que tout le monde, chacun de nous, a cette possibilité de ressentir ce pouvoir, pas seulement de notre propre communauté, mais aussi des autres. Un grand merci, Sarah. Et je suis très heureuse que vous soyez ici. Maintenant, je passe à Yves. Yves est également un diplômé du cours Projet Accès. Comment est-ce que ce cours vous a affecté? Est-ce que vous avez le sentiment que ceci est utile hein, pour les autres, pour s'engager dans cette formation, pour obtenir d'autres opportunités lorsqu'ils veulent s'engager au niveau local? Ok. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Aussi, je suis très heureux d'être avec vous encore. Euh, Vraiment, ce programme est très intéressant et très important pour les peuples autochtones. Je peux dire, par exemple, pour moi, comme vous venez de le dire, je suis diplômé dans l'année 2015, là où on m'a bien préparé comment je peux rédiger la présentation au sein de l'instance permanente. Aussi, comment on peut faire un rapport, comment on peut résumer le rapport. Aussi, pendant la formation, j'ai acquis comment je peux transmettre les rapports au sein des Nations Unies. Aussi, il y a les outils qui sont vraiment constructifs, par exemple, les mécanismes de protection des droits des peuples autochtones. Là, vraiment, je peux dire que ce programme est vraiment crucial. Euh, une autre chose que j'admire, auparavant, le programme était dans deux langues seulement. Il était en espagnol et en anglais. Mais aujourd'hui, nous aussi, les francophones, nous sommes fiers de, d'avoir notre programme. C'est aussi c'est une bonne chose pour nous parce qu'avant, euh, on essaie quand même de comprendre l'anglais, mais pas à 100% comme je ne suis pas confortable en anglais comme je parle en français. Donc, c'est une opportunité d'avoir ce programme en français aussi. Je peux dire aussi d'élargir le programme dans d'autres langues, par exemple les RIS et autres langues, pour que les peuples autochtones euh, puissent, puissent jouir ce programme, puissent bénéficier de cette formation. Merci beaucoup. Thank you so much, Yves. Un Let's grand go. merci, Yves. Maintenant, je reviens à Taille. Taille, un bout de ce programme d'aujourd'hui nous amener à parler du forum politique à haut niveau et du développement de l'agenda du développement durable. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment vous vous manifestez cela dans votre travail? Comment vous faites la promotion de cela? Gracias por esa pregunta, Múcaro. Cuando una de las cosas Merci primordiales pour m'avoir posé cette question. y pocas personas saben es el hecho de que en Je pense que peu de personnes savent. las metas anteriores, las metas del milenio, los pueblos indígenas no habían sido considerados para nada en Euh, les communautés locales et les peuples autochtones n'ont pas été considérés de prendre
part à cet agenda dans le passé, et donc ceci nous autonomise. Cela vous fait une personne qui peut coopérer. Et c'est super d'entendre maintenant la mention des peuples autochtones. C'était une lutte énorme. Comme vous avez dit dans votre présentation, on nous a mentionné à plusieurs reprises. Il est important de comprendre que si vous avez un objectif mondial pour les années, pour les 50 années suivantes, c'est important, pas seulement pour le monde, mais aussi pour nous, pour revenir et retourner dans nos communautés, pour former d'autres personnes avec mes peuples autochtones. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir ces informations. Donc maintenant, je peux les informer. On n'a jamais obtenu ces informations de notre gouvernement. Notre gouvernement n'a jamais fait l'effort pour nous transmettre ces informations. Donc, vous savez que nos peuples ont beaucoup de difficultés, ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas qu'il y a certaines obligations à remplir. En tant que personnes autochtones, nous devons faire la promotion de tout ceci, nous devons défendre nos propres droits. Nous devons aussi transmettre toutes ces informations à nos frères et sœurs parce que nous ne pouvons pas dépendre des gouvernements. Donc, c'est tellement important pour nous de faire part à nos frères et sœurs chez nous à la maison des informations qu'on reçoit sur les forums politiques de haut niveau pour faire tout ce que nous pouvons pour avoir nos droits reconnus. Il y a 16, non, il y a 17 ODD pour les personnes autochtones. Nous devons toujours agir. Un grand merci, Tai. Maintenant, je passe à Sarah. Même question. Qu'est-ce que le développement durable veut dire pour les peuples Yanaya? Merci, Roberto. La durabilité, pour moi, c'est un modèle, c'est un nouveau modèle que nous avons pour pouvoir coexister avec la nature. Pour nous, les Yamunara, il n'y a rien de nouveau parce que nous avons toujours vécu en harmonie avec la nature. On a toujours conservé, préservé notre environnement et protégé notre environnement. C'est un modèle de durabilité avec lequel nous avons travaillé toujours, mais maintenant, nous pouvons le rehausser parce que nous travaillons avec des modèles d'agroforesterie. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a très important de les protéger aussi le travail que nous faisons avec nos femmes. C'est très, très important parce que le travail que nous faisons, les femmes, devient de plus en plus important dans la prise de décision pour ce qui est bien à faire pour nos communautés. Alors, ce n'est pas seulement le cas pour la communauté des Yananaou, mais c'est très important pour toutes les communautés. L'éducation est essentielle, surtout pour les femmes et pour nos enfants. L'éducation est la voie vers les connaissances, vers le savoir. Et c'est seulement avec l'éducation que nous savons où se trouvent nos droits, comment nous pouvons défendre nos droits, comment nous pouvons nous mettre debout parce que nous devons avoir une voix à la table. C'est très important de savoir comment pouvoir faire le plaidoyer pour nous-mêmes, pour pouvoir se défendre. Ça, c'est très, très important. C'est très important pour rehausser et renforcer nos voix davantage. Un grand merci. Alors maintenant, Yves, même question concernant la durabilité pour les peuples au Burundi et peut-être même au-delà, parce que vous êtes en contact avec beaucoup d'autres communautés. Même question pour vous.
OK, merci beaucoup. En ce qui concerne les ODD, les objectifs de développement durable, au Burundi, nous avons des avancées aux peuples autochtones batois à travers les illustrations dans le domaine de résilience au changement climatique, la lutte contre la discrimination, l'égalité des sexes, l'éducation et l'agriculture, et aussi le partenariat mondial. Je peux donner des exemples. Par exemple, dans l'égalité du genre, aujourd'hui au Burundi, euh, il y a une avancée significative parce que nous avons dans l'Assemblée nationale, nous avons les députés et les sénatrices. Aussi, dans le nouveau gouvernement, nous avons même la ministre ici dans notre communauté. Aussi, sur la lutte contre la discrimination, je peux dire que les peuples autochtones chez nous, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent pas faire donc quelle forme de discrimination parce que vous comprenez qu'il y a une avancée dans l'égalité du genre. Et en ce qui concerne le droit à l'alimentation, et là-bas, vraiment, je peux donner un exemple. Au Burundi, les Batois nous satisfaisent difficilement les besoins alimentaires, puisque 3 quarts mangent rarement. Ceci est prouvé par le nombre de repas par jour et par individu, parce que 80% de ménages ne peuvent manger qu'un seul repas par jour. Donc, cela est dû au manque de terres cultivables, manque de politiques spécifiques au Batois et manque de connaissances liées à l'autoprise en charge. C'est ça que je peux dire, mais en ce qui concerne le gouvernement, notre gouvernement, il a essayé d'intégrer les ODD dans les cadres nationaux parce que on voit l'intégration des ODD dans son programme du 2018 à 2027 où on a de l'alignement des stratégies sectorielles des ministères sur les ODD. Mais ce que nous voyons souvent, les peuples autochtones ne sont pas intégrés dans l'élaboration des plans nationaux. Aussi, ils ne sont pas intégrés dans les politiques nationales. C'est ça, en fait, que je peux dire. Merci. Thank you to all of you. Merci à vous tous. Vous avez maintenant mentionné dans votre réponse, Yves, que Burundi a essayé d'engager les communautés locales et les peuples autochtones dans leur révision nationale. Taille, lorsqu'elle a donné sa réponse plus tôt, elle a répondu que ce n'est pas le cas, du moins avec la communauté taïno, avec les autres communautés, avec d'autres communautés. En effet, il n'y avait pas de vulgarisation. Sarah, comment se présente la situation au Brésil? Est-ce qu'il y avait eu vulgarisation de la part du gouvernement concernant l'agenda des ODD qui est passé à votre peuple? Pour autant que vous sachiez. Non. Le gouvernement brésilien n'a jamais eu de dialogue direct ou indirect avec les Yuanawas d'une manière ou d'une autre. Ce que nous avons au Brésil, c'est vraiment une situation très triste pour les personnes autochtones. Le gouvernement brésilien a massacré les droits des peuples autochtones et je ne vois aucune tentative pour amorcer un dialogue ou quoi que ce soit de la part du gouvernement avec les peuples autochtones pour renforcer notre relation. Non, ils ont été très agressifs. Nous avons perdu des droits pour lesquels on a lutté pendant des années. Nous avons perdu des droits pour lesquels on s'est lutté vraiment beaucoup et maintenant tout cela est détruit et le gouvernement n'est pas de notre côté, pas du tout.
Oui, ce sont des temps très difficiles pour beaucoup de peuples autochtones. C'est là la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir cet espace dans les événements parallèles, parce que lorsque les gouvernements présentent leur version, de comment eux, ils voient satisfaire ODD. Il y a même des gouvernements qui n'ont pas soumis les révisions nationales volontaires. Et c'est très important que les peuples autochtones peuvent partager leurs perspectives pour parler de ce qui se passe sur le terrain, surtout lorsque on essaye de reconstruire en mieux après la COVID pour aborder le changement climatique, pour arriver à un agenda durable. Alors, c'est très important d'avoir toutes ces voix. C'est pas seulement assez pour avoir une place à la table, mais non, c'est aussi cette mise en œuvre, et cette mise en œuvre doit se passer au niveau de base. Je sais que, bon, nous avons encore quelques moments, je vois, pour quelques questions de l'audience. Oui. Bon, pourquoi est-ce on ne fait pas une petite pause pour un instant si vous avez une question à soulever pour Sarah Tai ou Yves, pour les panélistes, ou si vous avez une question pour Nina du PNUD. S'il vous plaît, tapez la question dans le chat et on va faire notre mieux de répondre à cette question. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans la rubrique questions et réponses. On a essayé de répondre à toutes ces questions que vous avez posées. Mais lorsque vous avez une autre question, si vous voulez aborder une question particulière pour un intervenant spécifique, c'est peut-être une question que vous avez à propos du cours. Notre collègue du PNUD est ici pour éclaircir plusieurs questions. Voici une question de Ms. Silva. Elle est à Accra. Elle travaille dans une ONG socio-environnementale. Elle a complété le cours. Elle a complété ce cours en avril ou en mai et elle a trouvé ce cours formidable. Elle a appris énormément de choses. Elle est si heureuse que ce cours a atteint des jeunes personnes autochtones comme Sarah Yavanava et il faut faire davantage au Brésil maintenant avec la séance portugaise de ce cours. Ça va être plus facile et c'est super que Tahia peut maintenant aider ce cours en portugais. C'est vraiment une manière pour rehausser la résistance et garantir la droit des peuples autochtones dans le contexte brésilien où il y a de plus en plus de menaces gouvernementales. Et c'est ce que vous venez de partager, Sarah, avec nous. C'est très important. Pas tous nos peuples sont connectés à Internet. Donc, il est très important que si vous avez accès, informez les autres en donnant visibilité à ce cours. Comme on vient de dire, c'est un cours autonome ou autodidacte, donc on peut ouvrir la porte pour beaucoup plus de personnes pour leur dire ce qu'on peut faire au niveau onusium. Ici, une question de Shirley Thompson. Est-ce que vous voyez est-ce que vous pensez que la déclaration des droits de la personne puisse être utilisée comme une force exécutoire que l'UNDRIP n'a pas encore? Alors, j'assume qu'on parle ici de la Déclaration universelle des droits de la personne. Et est-ce que cette déclaration a un effet exécutoire là où une DRIP ne l'a pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? Disculpen lo lenta que me pongo en la computadora, así es lo que cambio el lenguaje de nuevo. Je suis désolée, ça me prend un moment pour changer de canal. Mais concernant cette question, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons
cette déclaration onusienne des droits de la personne pour les peuples autochtones. Mais cette déclaration n'a pas été utilisée comme un instrument. Ce n'est pas un instrument qui est contraignant au niveau des Nations Unies. Mais quand même, les gens ont commencé à utiliser cet instrument jusqu'à aujourd'hui. Chaque gouvernement parle de la Déclaration universelle des droits de la personne. Ils ne peuvent pas publiquement dire oh, nous sommes contre cette Déclaration universelle des droits de la personne. Non, bien sûr, c'est pas possible parce qu'il s'agit d'une déclaration universelle. Pour cette raison, encore une fois, il est essentiel pour nous, en tant que peuple autochtone, d'être les personnes qui rendent cette déclaration universelle valable pour nos peuples autochtones, pour l'utiliser au niveau local, national, international. Nous devons toujours lier toutes nos plaintes, nos problèmes à l'un ou l'autre des droits humains et qui sont inclus dans la déclaration. Parce que cette déclaration a été inspirée et est l'inspiration aussi d'autres instruments qui sont juridiquement contraignants. Nous sommes les peuples qui doivent lutter pour utiliser cette déclaration. Nous devons commencer cette initiative. Les États, les gouvernements ne vont pas le faire pour nous protéger. Et je vous garantis, ce document, ça a pris 30 années pour cette déclaration, pour ce document d'être adopté devant l'Assemblée générale. Et aujourd'hui, cette déclaration ne serait jamais approuvée si nous n'avions pas lutté pour cela. Il n'y a pas eu l'intention pour la mettre en œuvre dans la plupart des pays. Et donc, pour cette raison-là, il faut nous autonomiser et nous devons éduquer les autres frères et sœurs. Nous, en tant que personnes autochtones, nous avons des droits spécifiques. Nous avons des droits qui sont différents des droits d'autres nations et nous ne pouvons pas permettre de perdre ces droits autochtones. Nous ne pouvons pas avoir un niveau inférieur avec nos droits de ce qui est inclus dans les articles rédigés dans la Déclaration universelle. Et donc, chacun ou chacune de nous doit se servir de cette Déclaration universelle des droits de la personne. C'est un instrument très puissant dans le monde entier, de même qu'il n'est pas encore contraignant. Donc, il faut faire la même chose avec notre propre déclaration des droits des peuples autochtones. Merci Taï pour cette réponse. Est-ce que l'un ou l'autre des autres panélistes veut ajouter quelque chose à ce que Taï vient de partager avec nous? Moi, je peux dire de mon côté qu'en tant que modérateur et comme quelqu'un qui a travaillé avec tous ces peuples, je veux souligner ce que Taï vient de dire. Nous étions ceux qui ont donné de la force à ces documents. Nous nous sommes assurés que nous rappelons les États, les gouvernements de ces engagements. Et ce n'est pas un travail facile pour les peuples autochtones. Là où il y a des conférences majeures maintenant qui ont mené à ces grands accords sur les ODD et sur les accords sur le changement climatique, maintenant on voit que les leaders participent à ces conférences. Donc maintenant ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner visibilité à notre situation par rapport au gouvernement. Nous devons faire le plaidoyer pour nous-mêmes et comme Taï l'a fait, ça a pris 30 ans pour notre déclaration, pour être adoptée. Et au cours de cette période, il y avait beaucoup de luttes dures et nous avons perdu beaucoup de personnes dans toutes ces années à cause de différentes circonstances et ça continue encore aujourd'hui où nous voyons que
De même qu'on est arrivé à un niveau supérieur avec la déclaration, il y a aussi un ressac. Vous pouvez comparer avec Barack Obama lorsqu'il est élu comme président des États-Unis. Bon, c'était un Afro-Américain et qui est arrivé à ce poste. Et bon, cela a représenté un certain niveau. La nation est arrivée à ce niveau, mais vous avez vu quelques années plus tard le ressac et vous avez vu le soulèvement de nouveau du racisme. Moi, j'ai vu la même chose se passer avec la déclaration parce que nous savons que nous avons ces droits, mais il y a ce ressac. Donc, pour cette raison-là, il faut continuer à faire le plaidoyer à tous les niveaux et c'est pas facile. Voyons un peu. D'accord. Alors, il y a une assistance pour l'inscription qui est demandée. Je ne vois pas d'autres questions. Modibo, il y a une question? Est-ce que quelqu'un peut me lire cette question parce que je ne vois pas la question de Modibo? Ah, il y a des questions dans la boîte Q&A, questions et réponses. Oui, mais il me semble qu'on a déjà répondu à certaines de ces questions, mais est-ce qu'il y avait une question à laquelle on n'a pas encore répondu? J'essaie de trouver la question. Oui, il y avait une question de Juan Pablo. Oui, OK, très bien. Est-ce que vous voulez la lire, Nina? Juan nous remercie et il nous dit bonjour. Il demande, est-ce que le cours comprend des informations sur le dialogue autour des connaissances? C'est une question très importante depuis la réunion de l'IPBES. C'est le panel sur le panel international sur la diversité biologique et les écosystèmes. Donc, depuis cette réunion, il y a eu très peu de progrès. Donc, je ne connais pas ce terme dialogue autour des connaissances, mais peut-être vous savez ce que c'est? Oui, je vous dirais que le cours lui-même est né d'une collaboration en continu. Donc, nous avons certains points focaux sur certains mécanismes dans cette version du cours, mais à l'avenir, peut-être, nous allons ajouter ou intégrer d'autres informations sur d'autres mécanismes onusiens aussi. Oui, peut-être on pourrait intégrer l'IPBES, mais parce que toutes ces questions sont interconnectées. Et quand on peut s'impliquer dans le processus et faire valoir ces liens, ça aussi, c'est une partie importante du plaidoyer au niveau mondial. Je vois une autre question, et maintenant je vois où elles sont les questions, c'est plus facile. Hein? Le chef Dwayne Perry de la nation Lenape, merci d'être là. Voilà une question pour les panélistes du chef Perry. Est-ce qu'il y a du potentiel pour le développement d'une économie mondiale autochtone unie? Et si oui, quelles sont les prochaines étapes à suivre pour développer cette économie mondiale collective? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? Ou qui veut essayer de répondre à cette question? Est-ce qu'il y a le potentiel de développer une économie mondiale autochtone unie? Et si oui, quelles sont les étapes à suivre? Tai, vous voulez répondre? Allez-y. Una de las cosas que seguimos conversando y que lamentablemente en estos instantes COVID ha detenido ha sido precisamente que una de las ventajas que tenemos cuando estamos cara a cara. L'interprète s'excuse, mais il n'y a pas d'interprétation relais vers l'anglais disponible. Pardon, Tai, on attend la traduction vers l'anglais. Nous n'entendons pas la traduction vers l'anglais, mais
vous avez des points très importants à nous dire. Donc, vous êtes bien sur le canal espagnol. Nous n'entendons pas l'interprétation vers l'anglais. Est-ce que nos interprètes espagnols sont avec nous? Mais vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais oui, j'étais dans le canal espagnol, mais il y avait un problème avec l'interprétation espagnole. Oui, Juan, Marianne, vous êtes là? Qui est-ce qui allait interpréter Thaï maintenant? OK. Peut-être nous pouvons réessayer pour voir si l'interprétation est disponible. Sinon, peut-être il va falloir attendre. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'interprétation, mais nous allons essayer de résoudre ce problème. OK, je vais essayer encore une fois. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK, très bien. Un avantage est que à chaque fois que nous sommes face à face aux Nations Unies, c'est une opportunité d'établir des liens, des connexions avec 2000 collègues qui font un travail semblable, mais dans d'autres pays. Et nous pouvons faire du réseautage et établir des connexions au-delà de notre pays. Et la formation nous donne la capacité de faire cela, de répondre à la question. Lors de ces conversations, il y a toujours des échanges et le commerce, et nous essayons de promouvoir le commerce entre nos peuples. Mais ça, c'est un objectif. Un jour, on aimerait avoir un système économique mondial autochtone, mais je ne vais pas perdre l'espoir pour ce système, mais il faut commencer avec nos propres terres, nos propres pays et en faisant du commerce avec les peuples autochtones que nous connaissons. Par exemple, aux Caraïbes, nos frères et nos sœurs se soutiennent. Nous pouvons échanger ce que nous produisons, les produits artisanaux, tout ce que nous produisons pour créer un marché autochtone au sein duquel nous faisons un commerce avec nos frères et nos sœurs autochtones. Je suis convaincu que c'est possible, mais c'est à nous d'établir ce marché. Il faut continuer à établir des liens avec nos frères et nos sœurs autochtones pour arriver à cet objectif. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autrement? On parle aussi beaucoup de l'écotourisme et d'autres méthodes aussi. D'autres méthodes naturelles, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est l'échange, le commerce, l'échange de nos produits, mais cela nécessite que chaque peuple autochtone se relie avec les autres. Voilà la raison pour laquelle nos ancêtres formaient des alliances. Les alliances sont essentielles. Et aujourd'hui, nous formons des alliances par Zoom, n'est-ce pas? Donc, nous avons certains mécanismes qui sont déjà disponibles, mais nous pouvons aussi commencer à construire notre propre commerce autochtone. Oui, merci beaucoup, Thaï. Sarah ou Yves, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je sais que le peuple Yawanawa a établi des partenariats avec plusieurs grandes sociétés privées pour faciliter le commerce, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour faciliter le commerce entre peuples autochtones? Sarah, est-ce que vous voulez répondre? Oui, bien sûr, Roberto. Comme Thaï vient de dire, il est essentiel d'établir des liens, des connexions entre nos communautés, parmi nos peuples. Et je suis convaincu que ces informations sont critiques. Nous travaillons au sein de nos communautés pour les renforcer, pour renforcer nos traditions, nos pratiques traditionnelles, telles que l'artisanat.
Et nous voulons partager nos bijoux, nos vêtements. C'est la première fois que je ressens la fierté de la richesse de ma culture. Ce n'est pas la première fois, mais je suis fier quand je peux partager ces aspects de ma culture avec les autres peuples autochtones. Et nous avons la capacité de travailler ensemble. Nous avons la capacité de travailler avec nos ressources qui nous sont déjà disponibles. Oui, merci. Yves, est-ce qu'il y a la possibilité de commerce entre les peuples autochtones, d'après vous? Au Burundi, par exemple? Ce que je peux The dire dans Portuguese notre communauté. translation on the English channel. Je suis désolé. Allez-y, monsieur Yves. OK, merci. Ce que je voulais dire sur les commerces entre les communautés au Burundi, puisque c'est pas seulement, non seulement les peuples autochtones, normalement, notre pays est parmi les pays les plus pauvres. Donc, le commerce, d'abord, les Batois du Burundi vivent de la poterie. Malheureusement, aujourd'hui, ce métier n'a pas encore de valeur puisqu'on a des matériaux modernes importés qui viennent à l'extérieur du pays. Parce qu'auparavant, c'était beau parce que si on vendait le pot, on avait de l'argent, mais actuellement, puisqu'il y a des technologies modernes, il est difficile donc de faire la commerce avec notre métier qui est la poterie. Autre chose que je peux dire, si la commerce entre les Batois eux-mêmes, ça ne se fait pas parce qu'on essaie de s'adapter avec les autres couches sociales, avec les autres communautés. C'est ça, en résumé, en ce qui concerne la situation à propos des marchandises. Thank you so much. Oui, There's merci still beaucoup. Nous avons toujours quelques questions, quelques commentaires dans la boîte à discussion, mais un grand merci tout d'abord à tous nos panélistes d'avoir répondu à cette question sur les économies autochtones et sur l'établissement d'une économie autochtone mondiale. C'est peut-être la source ou l'inspiration pour tout un autre webinaire, cette idée d'une économie autochtone. C'est une question qui m'intéresse parce que nous savons que les peuples autochtones, nous ne vivons pas tous dans le même contexte. Certains peuples ont des réponses différentes au même problème. Donc, il serait intéressant de voir les capacités différentes qui existent entre et parmi les différents peuples autochtones. OK. Maintenant, je vais vérifier les questions dans la boîte à discussion. Il y avait Juan Pablo qui nous a donné un mot en Aymara. Peut-être je vais le mal prononcer, mais c'est un mot qui parle de l'importance du dialogue. Et le travail que nous faisons est très important pour continuer et faciliter le dialogue. Oui, merci Juan Pablo de nous avoir fait ce commentaire. C'est ça l'objectif de cet événement, l'échange, le partage. Je veux que nous soyons tous inspirés de faire quelque chose pour notre communauté et pour réaliser de vrais changements. Voilà, les ODD sont censés réduire la pauvreté, par exemple, et on utilise souvent ce mot, la pauvreté, pour décrire nos peuples. On dit que nos peuples sont pauvres. Mais quand on étudie les ressources disponibles aux peuples autochtones, nous sommes en fait très riches. Mais nous sommes appauvris par les systèmes d'oppression qui nous entourent. Et je voulais que cela soit clair parce qu'on avait une autre question de Shirley Thompson qui parle de la loi Indian Act au Canada qui a donné tous les terres autochtones à la couronne britannique.
qui a donné au moins la responsabilité de la conservation de ces terres à la couronne britannique. Et elle veut savoir si c'est la situation, le contexte dans d'autres pays aussi. Et si oui, comment est-ce qu'on peut reprendre ces terres? Il y a une campagne actuelle au Canada qui s'appelle Land Back. Redonnez-nous nos terres pour renforcer nos communautés, nos économies, pour faire valoir notre droit à l'autodétermination, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Je sais que chez les Yawanawa, vous êtes déjà les maîtres des milliers d'hectares de terre. Mais est-ce que vous faites toujours face à des problèmes? Vous en avez parlé. Et est-ce que c'est la même chose au Burundi, chez les Batois? Est-ce que vous essayez de vous réaccaparer de vos terres? Et je sais que c'est une question tout à fait différente aux Caraïbes. Donc, allons commencer avec Sarah. Ensuite Yves, ensuite Tai. Et puis, nous allons finir avec cette tour de questions. Obrigada, Roberto. Hoje, na nossa terra indígena, Merci, Roberto. Maintenant, dans les terres autochtones des Yawanawa, les gens souffrent puisqu'il y a des incendies. Ces incendies ne s'étaient pas encore passés dans d'autres endroits au Brésil. Vous voyez, nous sommes dans la profonde forêt. Nous ne sommes pas totalement protégés. Nous sommes exposés à ces dangers. Et à cause de ces dangers, nos terres ont été marquées. Ce sont les premières terres autochtones dans l'état de Acre au Brésil. C'est un progrès très important, mais on n'est pas encore libre de toutes ces menaces et de toutes ces sueurs. Nous devons traverser beaucoup de difficultés à cause de la situation actuelle. Nos terres ne sont pas totalement protégées. Nous sommes toujours en train de nous organiser, de protéger, de lutter contre ces défis journaliers. Il s'agit d'un défi journalier, c'est de l'éducation qui est nécessaire dans nos communautés. C'est vraiment la sensibilisation environnementale qui compte. Je ne pense pas que nous sommes aussi protégés que les autres communautés au Brésil. Nous confrontons beaucoup de problèmes dans nos territoires. Merci Sarah. Maintenant Yves et puis Tai et puis on va préciser ces réponses parce que maintenant on n'en a pas assez de temps à notre main. Yves, c'est à vous la parole. Ok, merci de m'accorder la parole encore. Ce que je voulais dire à propos des terres chez nous, vraiment c'est un problème majeur dans notre communauté du fait que la majorité des Batois du Burundi vit de la poterie. Mais malheureusement, il n'a pas de terre là où il peut exploiter l'argile pour fabriquer la poterie. Donc aussi, auparavant, les Batois du Burundi vivaient de la chasse, de la cueillette, mais actuellement, on a tout pris tous les forêts du fait que pour les réserves naturelles. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est à propos des terres, à propos de là où on peut trouver l'argile pour continuer à vivre. C'est difficile, mais on continue quand même à faire des plaidoiries auprès du gouvernement si on peut avoir au moins les places où on peut exploiter l'argile et aussi là où on peut cultiver, parce que plus de 90% des Burundis vivent de l'agriculture. Merci. Thank you so much, Tai. Un grand merci Tai. Yves, il voulait dire. Maintenant Tai. Concernant notre situation, la menace la plus grande de mon peuple
somos un pueblo que perdimos. Et la plus grande menace qu'on a dans cette partie du monde, cet hémisphère, c'est qu'il y a énormément de peuples autochtones qui ont perdu leur terre. Ces menaces continuent. 2 fois, on a été colonisés. 2 fois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande concentration sur la protection du foncier. Même pour la 2e conférence mondiale pour les femmes indigènes et autochtones, c'est l'un des plus grands sujets. C'est l'un des sujets qui est le plus discuté et qui a été vraiment présenté comme le défi majeur lorsque nous nous battons pour nos droits. Il faut se rappeler que ces droits ne sont pas seulement enlevés de nous, mais on fait infraction à nos lois. C'est un grand problème et ma sœur Sarah vous a déjà parlé de ces menaces. De même, les gens qui ont leur propre terre, ces gens-là sont aussi menacés. Et c'est la même chose qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, les peuples autochtones qui possèdent des terres sont sous fiducie. C'est la même chose au Canada avec la couronne. Et donc, il y a beaucoup d'obstacles. Les peuples autochtones, même lorsqu'on perd nos terres, nous, on ne va jamais arrêter pour nous lutter, pour réobtenir nos terres. On a lutté pendant beaucoup et beaucoup d'années. Alors, je vous encourage de lutter pour les droits, de ne pas normaliser les infractions contre nos droits. Mais non, les terres qui ont été accaparées doivent nous être rendues. Nous ne devons jamais promouvoir un mauvais comportement. Il faut continuer à lutter pour nos droits. Merci beaucoup, Taï. Voilà, c'est un endroit merveilleux pour conclure cette partie de notre conversation. Et nous avons encore quelques minutes qui nous restent. Je voudrais vraiment remercier nos 3 intervenants pour leur aperçu perspicace concernant cet événement parallèle qui a été organisé en par Tribal Financial et le PNUD, l'initiative Équateur, Fight for Nature. On voudrait remercier Julie et Victoria pour le travail technique qui s'est déroulé derrière les rideaux. Je voudrais aussi remercier et embrasser Nina parce qu'elle est un partenaire excellent pour Tribaling et pour les peuples autochtones. Et merci de partager ces mots concernant notre mère fondatrice, Pamela Craft, qui vient de décéder récemment. Merci pour ces mots bien aimés concernant notre Pamela. Et elle va continuer de rester avec nous dans l'avenir. Merci à vous tous et qui ont posé des questions. Je suis désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je pense que dans le dialogue, on les a répondu, surtout concernant l'accès à l'Internet des peuples autochtones. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. On exhorte ceux qui ont accès à Internet pour s'assurer que les personnes qui n'ont pas accès à ces informations auraient ces informations de votre part. Donc, il faut transmettre les informations à nos amis qui n'ont pas accès. Je voudrais également remercier les interprètes qui ont fait un travail fabuleux pour nous assurer d'avoir cette participation croissante. Un grand merci à tout le monde que j'ai oublié de mentionner du côté de Tribalink. Oui, il faut transmettre ces informations et pour moi-même, Mukaores, c'était vraiment un plaisir pour avoir présidé ce panel d'aujourd'hui et j'espère que vous pouvez visiter le site web de Tribalink. J'ai mis l'adresse du site web dans le chat. Vous pouvez l'accéder à travers le chat. Vous pouvez aussi sauvegarder le chat si vous voulez retourner à ces informations plus tard. Aussi,
Tribalink Foundation est en ligne. Vous pouvez donc faire une recherche et s'il vous plaît, allez sur la plateforme de Learning for Nature parce que à part le cours, il y a cette plateforme avec toute une richesse d'informations et de ressources que vous pouvez utiliser sous leur site web. Tout cela peut aider avec l'agenda du changement climatique et des droits. On ne veut pas travailler en silo, on veut vraiment faire de la cross-pollinisation avec des mécanismes transversaux, avec des systèmes de comment on peut vraiment appuyer nos alliés. Il s'agit de l'autonomisation et de l'équité en fin de compte. C'est ici où je veux conclure. Je ne sais pas si Nina veut encore dire quelques mots. Moi, je vous parle, je vous remercie dans ma langue maternelle. Merci mes frères et sœurs pour être ici. Nina, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Moi, en effet, je veux remercier tout le monde pour être ici. Merci Roberto pour mener la flèche avec une main très stable et Thaïs arrive pour être ici. L'équipe du PNUD nous a mis les membres du conseil et dites-nous de comment on peut vous aider pour réorganiser ces événements parce qu'on veut continuer avec ces dialogues. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, bye. On présente les adieux dans toutes les langues. Au revoir. Merci.